Bonjour, bonjour, je suis Fanny, entrepreneur depuis un petit moment déjà et j'ai touché à plusieurs formes de business. Start-up, freelancing, immobilier. Depuis toutes ces années, je me rends compte qu'entreprendre, c'est surtout une question de dépassement de soi. Et c'est ce dont on va parler dans ce podcast. Comment on se sent quand on lance son business, comment on se sent quand on réussit, quand on échoue, et comment on dépasse nos blocages pour faire tout ça. Vous écoutez Viens on en parle, le podcast qui parle de la face cachée de l'entrepreneuriat. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Si vous avez des blocages avec le fait de vendre, si vous vous considérez comme mauvais vendeur ou si la vente vous fait peur, sachez que c'est vraiment l'épisode à écouter pour vous aujourd'hui. Car aujourd'hui, je reçois Benoît qui est coach en vente et en closing et écoutez les amis, Benoît nous a clairement fait une masterclass. Dans cet épisode, vous allez découvrir ce que c'est vraiment le fait de vendre, ce qui fait un bon ou un mauvais vendeur. Vous allez aussi pouvoir découvrir tous les blocages qui sont liés à la vente et les solutions pour s'en sortir. Donc probablement que si vous avez des blocages liés à la vente, vous allez trouver une solution dans cet épisode de podcast. On va aussi parler avec Benoît des red flags et des green flags concernant les vendeurs. Et enfin, Benoît nous expliquera comment on peut apprendre à vendre. Avant de vous laisser avec l'épisode, les amis, j'en profite pour vous demander si vous appréciez ce podcast, si vous appréciez ce que vous écoutez, alors s'il vous plaît, prenez 5 minutes pour laisser un avis 5 étoiles de préférence via la plateforme d'écoute que vous utilisez. C'est clairement ce qui m'aide le plus à promouvoir mon podcast et à le faire entendre auprès des bonnes oreilles. Sur ce, je vous laisse avec ma conversation avec Benoît et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Benoît! Salut Fanny, ça va? Ça va et toi? Pleine forme. Cool, merci d'avoir accepté de venir parler sur le podcast. Surtout, merci à toi de m'avoir invité. Ouais, C'est je un t'en grand prie, plaisir. je t'en prie. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans les grandes lignes? Alors, dans les grandes lignes, déjà, je m'appelle Benoît. Je suis mentor et coach business spécialisé dans la vente et je forme et accompagne les solopreneurs à vendre leurs offres premium comme des petits pains ou comme on dit chez moi, comme des chocolatines. Quand je parle d'offres premium, c'est des offres à 1000 euros minimum. 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 10 000 et plus. Ok, Et ça, je leur apprends surtout par la pratique plus que par la théorie. ok, cool. Et est-ce que tu as toujours fait ça? Alors, pas du tout. J'ai pas du tout toujours fait ça. J'ai été kiné pendant 8 ans. J'ai été kiné de 2014 à 2021. Ok, Non, 2022, du coup. Donc, j'ai été kiné pendant 8 ans. Et puis après, j'ai bifurqué dans l'entrepreneuriat. ok. Et comment on fait ce grand écart? Mais en fait, j'ai toujours pensé à faire les deux en même temps. C'est-à-dire que j'étais hyper bien en kiné. J'adore toujours ce métier, même si j'ai arrêté. Et j'avais l'option de lancer mon entreprise et ce que je voulais vraiment faire, mais tout en gardant kiné un petit peu ou à mi-temps. Mais du Ok. coup, en fait, je me suis aperçu que ça me faisait procrastiner, que j'avais pas envie de faire les deux en même temps. Et donc, Hmm. si j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, il fallait que je fasse ça à 100%. Donc, j'ai décidé, hop, kiné, je le mets de côté pour l'instant et je balance à fond sur le développement de cette activité-là pour avancer. Ok. Et c'est quoi du coup le lien entre le kiné et la vente? Il y en a aucun. Non, Ok. non en fait, mine de rien, il y en a un petit peu parce que on n'est pas salarié en fait. Moi, j'ai jamais bossé dans le Ah, t'étais salariat. en libéral? Ouais, j'étais en libéral, j'ai jamais bossé dans le salariat. Donc déjà, il y a ce lien de je fais ce que je veux, c'est moi qui décide de mes horaires, euh, c'est moi qui décide. Par contre, on n'a pas besoin d'aller chercher des clients. D'ailleurs, en kiné, Hmm. il n'y a pas de clients en kiné. En kiné, c'est que des patients et t'as Ouais. pas besoin d'aller les chercher parce que le plus souvent, c'est les gens ils vont venir parce que ils habitent à côté du cabinet ou parce que le médecin leur a recommandé de venir ici. Hmm. Donc, il n'y a pas ce travail d'aller chercher des clients et c'est en ça que ça diffère de l'entrepreneuriat. Mais en soi, on n'est pas dans un job salarié, quoi. Ok. Et la vente dans tout ça?
Ben, la vente, en fait, du coup, moi, ça fait 2, 3 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Au début, j'étais plus axé sur coaching business et mindset, Ok. un peu plus général, un peu plus pour les débutants. Mais en 2, 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Je me forme, je me fais accompagner plusieurs fois. Je me fais accompagner Ok. à l'heure actuelle, d'ailleurs, dans le mastermind dont on fait partie tous les deux. Tout à fait. Du coup, au fur et à mesure des années et des mois, il y a ta vision qui évolue, il y a tes Hmm. expertises qui se développent et je me suis orienté vers ça parce que ça m'a plu en fait. Ok. Ok. Cool. Et bah, du coup, moi, j'ai plein de questions à te poser sur la vente. Donc, viens, on Yes, parle de ça. Euh, vas-y. Tu vois, je vois dans le milieu entrepreneuriat, etc., bah, comme tu dis, nous, on doit vendre, que ce soit les freelances, les coachs, etc., peu importe, tu dois vendre un service à ton client. Et il y a beaucoup de gens qui prennent, comment dire, qui sont timides face à la vente, moi y compris, hein, où on pense que vendre, c'est mal. Est-ce que tu as ça, toi aussi, dans tes accompagnements, des gens qui pensent que vendre, c'est mal? Oui, largement. Pourquoi tu penses que c'est mal? Eh ben, bonne question. Parce que moi, ma question, ça allait être est-ce que vendre, c'est mal? Mais du coup, là, tu me renvoies ma question. Moi, je vais te dire après mon avis, mais j'aimerais bien savoir, toi, pourquoi tu considères que vendre, c'est mal? Et après, Ouais, après, on discute, et après, tu me dis si ça te fait un peu évoluer ta perception des choses. ok. Bah, je pense qu'il y a une certaine timidité sur le fait de se faire payer. Ouais, Peut-être la peur qu'on me dise non. yes, Et quelque chose de pas trop assumé. Alors aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. Mais je repense, enfin ouais, depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai plus du tout de problème à vendre mes services. Mais si je me remets bien dans le truc de l'époque, c'est que je pense que j'avais pas trop confiance en mes services ou confiance en yes, moi. ok. Mais c'est des bonnes réponses. Et moi, ce qui m'intéresse là, du coup, ben, qu'est-ce qui a fait switcher euh, ce mode ben, vendre c'est mal et j'ai du mal à ben, maintenant je suis à l'aise. C'est quoi qui a. Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Je crois que ça a été une grosse prise de confiance et de conscience. Conscience dans le sens où bah, j'ai besoin d'avoir des clients pour que mon activité tourne. Donc, Yes, si je veux ça, bah, je dois vendre, j'ai pas le choix. ok. Et la deuxième chose, c'est d'avoir pris confiance en mes services, en moi et de m'être positionnée en tant que chef d'entreprise qui doit faire tourner sa boutique, quoi. Ok, ok, ben c'est bien, hein. C'est bien. Du coup, par rapport à ta question, est-ce que vendre c'est mal? Ben en fait, vendre c'est neutre. Vendre c'est neutre. Ça a pas d'émotion. C'est juste une action. Ça dépend juste de comment toi tu le fais. Effectivement, pour la même action qui est de vendre, on va avoir des expériences positives et des expériences négatives. Moi, il y a des personnes qui m'ont vendu plein de choses et elles l'ont fait entre guillemets de la bonne manière et j'ai pas trouvé que c'était mal leur manière de faire. Par contre, Hmm. il y a d'autres personnes, j'ai aussi des expériences négatives où, mais par exemple, je t'en cite un parce il me revient en tête, Ouais, vas-y. acheté ma voiture, le Ouais. type, il a voulu me faire croire qu'il me vendait presque ma voiture à perte si je le négociais et qu'il allait devoir manger des pâtes avec son fils Ah pendant. non. Mais les vendeurs de voitures, c'est les pires, quoi. Tu vois, on dit ouais, vendeur de tapis, mais on devrait dire vendeur de voitures. Ah oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'on entend beaucoup cette expression vendeur de tapis. Et c'est vrai que moi, c'est l'expérience qui m'a le plus marqué, c'était celle-là. Et du coup, c'était violent. Mais pareil, quand tu vas dans une boutique, tu trouves des vendeurs bons et d'autres vendeurs pas bons. Des vendeurs sympas et d'autres vendeurs pas sympas. Donc, Hmm. c'est pas vendre qui est mal. Hmm, C'est c'est vrai, vendre, c'est neutre. Et c'est vraiment la c'est manière vrai. de faire Hmm. qui, soit avec des bonnes valeurs, ben, tu vends bien, entre guillemets, soit avec des mauvaises valeurs, tu vends mal. Et Hmm. vendre mal, c'est mentir, c'est essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est penser exclusivement à son propre intérêt personnel.
enfin, il y a beaucoup de manières de vendre mal, mais paradoxalement, il y a aussi beaucoup de manières de vendre bien. Énorme, ouais. Et bah, du coup, c'est quoi? Enfin, là, tu as évoqué, quelques petits exemples et d'ailleurs, je t'ai dit vendeur de voiture, moi aussi, j'ai un exemple. Bah, tiens, j'ai une anecdote, vas-y, je la Vas-y, raconte. raconte. Il y a 4-5 ans de ça, je change ma voiture et je prends une LOA Ouais, et et donc tu sais, les LOA, enfin, tu as un loyer à payer, tous les mois, c'est une location, en fait et en fait, le mec m'annonce un tarif. Et j'étais là, bon, bah, c'est OK et tout. Il part faire, les papiers, genre et il revient, je sais pas, peut-être 5-10 minutes après en disant: «Ah, j'ai fait une petite erreur» et en fait, il m'a rajouté, je sais pas, peut-être, 5 ou 10 € par mois, tu vois? Ce qui représente rien sur le truc du mois, mais sur l'année et sur les 4 ans où j'y suis engagée, tu vois? C'est plus la même somme du tout. Et du coup, j'étais là: «Bon, bah, d'accord, OK, bon», et après coup, j'ai lu le livre, Influence et manipulation yes. et en fait, c'était clairement marqué noir sur blanc comme une technique, de vente, c'était marqué dans le bouquin, quoi et quand j'ai lu le bouquin, j'étais là: «L'enfoiré, il m'a fait le coup» et je suis tombée dedans. Avec ce que tu me racontes, ben moi, je me serais senti, et je pense que toi, c'est pareil, tu t'es senti manipulé, mais Ouais, manipulé pour des mauvaises raisons. En ouais. fait, tu peux très bien utiliser des mécanismes de psychologie humaine sans que ce soit de la manipulation malsaine comme ça l'a Mmh. été là, quoi. Ouais, carrément. Tu as d'autres exemples, de techniques de mauvais vendeurs? Al- de techniques de mauvais vendeurs. Alors moi, Ouais, ou déjà, de je mauvaises techniques? sur les techniques de bons vendeurs. J'ai pas d'exemple à te donner là, mais par contre, j'ai deux petites réflexions par rapport à ce qu'on disait. Je voulais te dire que déjà, si tu vends pas ton offre en laquelle tu crois dur comme fer à Ouais. la personne qui en a besoin, c'est littéralement un crime contre toi-même et envers le client qui a besoin de ta solution. Mmh. Je vais t'illustrer ça avec un exemple. Imagine, tu bosses dans le désert parce que tu as identifié que beaucoup de touristes, ils allaient dans le désert et ils prenaient pas suffisamment d'eau. Donc toi, tu t'es dit, ben, je vais ouvrir un stand d'eau pour ces gens-là. Et là, au loin, tu vois, à 300 mètres de ton stand, tu vois un couple qui semble épuisé, surtout qui fait chaud, et tu vois qu'ils ont besoin d'eau, mais ils t'ont pas vu. Est-ce que c'est mal, selon toi, d'aller leur vendre ton eau? Non. Mais tu vois, ça, c'est juste un exemple pour illustrer. Mais en fait, quand tu as une offre qui peut vraiment aider les personnes qui recherchent cette solution-là, ben Ouais. en quoi c'est mal de leur proposer cette solution qu'ils recherchent? Et du coup, moi, comme je dis, c'est un crime contre toi-même et contre le client si tu le fais pas. C'est de ton Non. devoir que Ouais, de proposer ta solution. ouais, grave, t'as trop raison. T'as trop, trop raison. Et du coup, un bon vendeur pour toi, outre le fait qu'il soit intimement convaincu de son offre, qu'il ait foi en son offre ou en son service, il y a quoi d'autre comme atout qu'un bon vendeur, peut avoir? Ou doit avoir? Je sais pas si on peut dire peut ou doit. Je sais pas. En vrai, il y en a plein. Là, je vais te dire ce qui me passe par la tête, mais je dirais que il faut déjà avoir une bonne écoute, une bonne agilité conversationnelle. Euh, je t'en C'est quoi parle. une agilité, conversationnelle? C'est-à-dire que quand tu as un prospect et qu'il est en appel avec toi ou en visio avec toi, le but c'est que il sente que la conversation soit unique et soit pas scriptée et qu'il n'ait pas entendu, Mmh. pas qu'il soit dans un appel de vente avec une personne qui pose des questions, elle qui donne des réponses et c'est tout. Et il n'y a pas vraiment d'échange et en plus la personne, elle se sent dans un appel de vente. Mmh. Donc ça Ouais. fonctionne pas. Donc une bonne agilité conversationnelle, c'est être capable de mener un appel de vente de manière à faire en sorte que la personne ne se sente pas dans un appel de vente, mais dans une conversation. Mmh. Voilà. Après, il y a forcément la confiance en soi et en ses offres. Tu en as parlé même toi pour ton cas personnel. Ouais. Être à l'aise et je dirais aussi être un bon docteur. Je m'explique. Être un bon docteur, ça veut dire être un bon diagnostiqueur. Si tu arrives à bien cerner la situation de la personne et à cerner ce dont elle a besoin, et si tu arrives à faire le diagnostic parfait,
ben, la personne, elle va te dire, c'est la personne avec qui j'ai besoin d'aller parce que je sais qu'elle va résoudre mon problème ou mes problématiques. Mmh. Ouais, j'avoue, trop bien. Et d'après toutes les personnes, que tu as accompagnées et de ce que tu vois, des entrepreneurs que tu connais et que tu fréquentes, c'est quoi les blocages que tu vois les plus souvent revenir par rapport au fait de vendre? Alors, juste avant de passer à cette question, j'ai plein de trucs à dire sur ben, le côté qu'est-ce qui fait mauvais vendeur ou bon vendeur. Ah, Et après, vas-y, je veux bien répondre à ta question si tu es OK. vas-y. Bah, dis-moi ce que fait, qu'est-ce qui fait du coup un mauvais vendeur? Donc déjà, ce qui est déjà un mauvais vendeur, il propose la mauvaise offre à la mauvaise personne au mauvais moment. C'est les trois OK. mauvais. Donc ça, c'est vraiment un mauvais vendeur. Et donc un mauvais vendeur, il y a plein de choses. Un mauvais vendeur, c'est quelqu'un qui est pas à l'écoute. C'est quelqu'un qui cherche à vendre et je dirais même qui cherche à vendre à tout prix. C'est quelqu'un qui est pas capable de comprendre la situation et les enjeux de son prospect et du coup fait un mauvais diagnostic. C'est quelqu'un qui est pas capable de faire sortir la personne qu'elle a en face d'un appel de vente, comme je te le disais. Ça veut dire que la personne ne se sent pas en appel de vente. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir une conversation unique avec chaque prospect et qui répète les mêmes schémas sur tous les appels, voire pire, qui a un script sous les yeux qu'il applique bêtement comme un robot sans âme. C'est quelqu'un qui cherche à devenir le pote de son prospect. C'est OK. absolument pas l'objectif. Il y a des études qui ont été faites comme quoi ce côté relationship builder, ça marchait beaucoup moins bien que quelqu'un qui était capable de cadrer ses appels et de rester pro. Donc voilà. Ça me parle Souvent, ça, ouais. souvent, on a tendance à se dire, bon, ben, je vais dire oui à tout ce qu'il dit, je vais dire amen à tout ce qu'il dit, je vais prendre pour acquis tout ce que mon prospect me dit. Ouais. Et justement, au contraire, il faut pas prendre pour acquis tout ce que ton prospect te dit, que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau de la priorité. Je te donne un exemple concret. Une personne, elle te dit, ouais, ben là, moi, je vais investir dans ta solution, mais ma priorité aujourd'hui, elle est à 4 sur 10. Ben, soit tu prends son 4 sur 10 pour acquis et tu te dis, ben, ok, merci, bisous, ciao. Mmh. Ou soit tu dis, ou soit tu te dis, ben non, en fait, moi, je dois lui faire comprendre que sa priorité, elle ne devrait pas être à 4 sur 10, mais elle devrait être à 10 sur 10. Ouais. Pourquoi? Parce que si il passe pas à l'action maintenant, ben, qu'est-ce qui va se passer pendant les 1 an ou les 6 mois où il sera pas passé à l'action? Ouais, Donc, carrément. il y a plein de choses par rapport à ça. Un mauvais vendeur aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire percevoir une valeur haute de son offre par rapport au prix. Donc, effectivement, moi, si tu me proposes une bouteille d'eau à 50 euros, ben, je vais te dire, t'es mignonne, mais Fanny, je te l'achète pas ta bouteille. Pourquoi? Parce que la valeur perçue, elle est haute. Ça veut pas dire que j'ai pas les 50 euros, mais Ouais, du coup, je vais pas les mettre. ouais. Inversement, si tu as un produit qui vaut, je sais pas, 1000 euros, mais que la valeur perçue aux yeux de tes prospects, elle est à 1500 euros, ben forcément, tu as de grandes chances de faire ta vente. Enfin, si tu es dans le désert et que tu crèves de soif, je pense que tu me l'achèterais, ma bouteille à 50 €. Alors oui, mais ça, c'est un autre débat au niveau ben, de la valeur. Du coup, la valeur perçue de ton eau, Un instant T. forcément, là, ça les vaut parce que le besoin, il est urgent, il est vital. Et Ouais. du coup, là, effectivement, je les mettrai, les 50 euros. Mmh mh. Ouais. Mais du coup, c'est Ouais, une question de valeur perçue encore une fois. Parce que ouais, si si c'est dans la vraie vie, ben jamais tu me l'achètes. Mais dans une situation bien précise, avec un besoin précis comme ça, ben, ouais. une valeur plus élevée s'accepte. Mmh. Exemple, nous, on va être capable de prendre un cocktail à 10 euros ou même une bouteille d'eau à 5 euros dans un resto, alors Ouais. que on sait que ça vaut 30 centimes ou 40 centimes en supermarché. Pourquoi? Mmh. Parce que c'est le prix du marché, parce que on sait qu'on est dans un restaurant ou on sait qu'on est dans une soirée, et du coup voilà. Mais là, Ouais, pareil, on a bifurqué un peu du débat. c'est pas grave. Mais ouais, comme quoi le contexte, J'adore, en fait, le contexte de vente aussi est hyper important de ce que j'entends. tout à fait. Et dernière chose aussi que je vois, c'est ne pas être capable de faire un pitch personnalisé qui fait mouche. Et j'insiste beaucoup sur le mot personnalisé.
Parce Ok. que c'est ça qui fait la différence. Si la personne, tu la pitches et qu'elle sent que tu ne peux pas dire la même chose à une autre personne parce que ça correspond à l'échange que vous venez d'avoir juste avant, ben, tu as de grandes chances de faire ta vente. Et Hmm. après, là, je me rappelle, il y a eu un épisode, là, il y a pas longtemps, de Qui veut être mon associé avec Anthony Bourbon qui nous a repris un pitch qu'il a fait par rapport à quelqu'un qui présentait son projet et qui a fait le buzz. Mais voilà, un pitch qui fait mouche, ça fait la vente. Et il faut le Ok. personnaliser. Ok, Donc, cool. c'est pas une liste exhaustive, c'est tout ce qui me venait en tête, mais Ouais, il y a plein d'autres choses qui font un mauvais vendeur et un bon vendeur. un bon vendeur. Ouais, cool. Et du coup, d'après toutes les personnes que tu as accompagnées, les entrepreneurs que tu vois autour de toi, que tu côtoies, etc., c'est quoi les blocages qui reviennent le plus souvent et qui sont liés à la vente? Alors pareil, je n'ai pas la prétention que ce soit exhaustif, mais je vais essayer d'en dire un maximum. Les Et dis, principaux. dis ton expérience perso, hein. Moi, je t'ai vendu comme le king de la vente, mais sans vouloir te mettre la pression. Et Je alors, plaisante. je préfère que tu le dises toi, king de la vente, que moi. Parce que si moi je dis ah, mais je suis le king de la vente, ben déjà moi personnellement, j'entends quelqu'un qui me dit ça, je lui dis ben t'es qui toi? Ouais, Alors que si c'est dit par quelqu'un d'autre, c'est mieux. Donc merci Fanny. je t'en prie. Donc du coup pour les blocages, ben tout simplement des blocages liés à la vente, au fait de vendre, des blocages liés à l'argent, donc tout ce qui est mauvais rapport à l'argent et à la vente Hmm, lié à ok. à toutes les expériences qu'on a eues au cours de notre vie. On a eu des mauvais épisodes et ça reste ancré. Et souvent, les mauvais épisodes liés à la vente ou à l'argent, ça reste beaucoup plus ancré que les bons épisodes. Donc déjà, il y a ça, travailler ce rapport à l'argent et à la vente. Il y a aussi, ben, classique, la peur de passer pour un marchand de tapis, voire même, je dirais des fois, de la peur de passer pour un voleur, carrément. Il y en a qui disent, ouais, mais en fait, si je lui propose ça, en fait, j'ai l'impression de la voler. J'ai l'impression que, Hmm, alors, dans une bonne vente, c'est gagnant-gagnant. Il faut que chacun en ait pour son argent. Et c'est pas un rapport de force où je vais devoir me brader pour satisfaire la personne ou inversement, je vais l'arnaquer. ouais. Hmm. Ok. Ensuite, il y a syndrome de l'imposteur avec la question de la légitimité. Tu en as parlé aussi toi tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Ensuite, il y a bon, ça c'est pas un syndrome qui existe, mais le syndrome du je sais pas bien comment m'y prendre. Forcément, Ok. quand on sait pas, quand on n'a jamais vendu, quand on n'a jamais appris, quand on s'est jamais formé à vendre, ben, on peut pas l'inventer de nulle part, quoi. Hmm, Euh, Moi, mon premier appel que j'ai fait sans même m'être formé à la vente, ben, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire, je savais pas comment me comporter, je savais pas comment réagir. Et en fait, tout cet inconnu-là fait déjà que on se met dans des mauvaises dispositions à la fois au niveau mindset, mais aussi au niveau de sa vente, puisque on ne sait pas bien comment s'y prendre. Donc hmm. voilà. Ensuite, il y a la peur de l'échec et la peur du non. Tu l'as évoqué Ouais, aussi je l'ai tout à dit l'heure. La aussi. peur du non, en fait, avant même la vente, tu te dis déjà, franchement, si je prends un non, je suis au bout de ma vie, c'est une catastrophe, putain, je vais pas m'en remettre, etc. Mais déjà, ça va être compliqué de réussir cette vente-là. Ah Donc, ouais. peur de l'échec, peur du non, et ben, ça a un rapport aussi avec la pression du résultat et se mettre la pression en fait. C'est que c'est pas la même chose. Par exemple, qu'est-ce que je peux te prendre en exemple? Par exemple, on fait du basket, il y a 98-98, il reste 10 secondes sur le chrono, et Ouais, toi, non, même pas, tu perds d'un point, 98-97, et toi, tu as les deux lancers francs de la gagne. d'accord. Si tu te dis, oh putain, Je vais- je fais perdre mon équipe, oh putain, il y a tous les supporters qui me regardent, oh, il y a tous les, là je vois dans le public quelqu'un Ouais. qui est en train d'agiter ses mains pour me déconcentrer. En fait, si le contexte, tu te mets dans un mood de rater, tu vas rater, c'est sûr. Hmm, ouais. Donc, se mettre la pression du résultat. Et ensuite, le dernier blocage, ce serait le manque de confiance en soi et en son offre à travailler, je dirais. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui te parle plus que d'autres ou est-ce qu'il y en a un que tu n'avais pas forcément en tête
et qui te fait écho? Franchement, ils me parlent tous, hein. Ils me parlent tous. Et, euh, et tu vois, comment dire, en fin d'année, j'ai été rencardée avec, parce que tu sais, moi, de base, je fais du référencement, enfin Ouais, du contenu pour le référencement. Et j'ai été rencardée avec une boîte qui cherchait un expert SEO et qui était clairement pas un client de mon niveau, c'est un client dans l'assurance. L'assurance, c'est le pire secteur pour le référencement. C'est le secteur le plus compliqué et tout. Et je me souviens que donc à la visio, déjà, j'avais complètement oublié qu'il y avait, tu vois, enfin, parce que là, on discute, on est en visio. Il y avait une panière à linge juste là derrière moi, avec une pile comme as de linge. J'avais complètement oublié qu'elle était là. Et c'est au bout de 5 minutes de visio où j'ai vu que la panière se voyait et je me suis un peu décalée comme ça pour plus qu'il la voie, tu vois. Donc j'étais là, oh merde et tout. Bref, donc déjà, c'est ça mort, commence comme ça. tu l'as vu, hein. Ouais, ils l'ont probablement vu et j'étais là, tu vois, je commençais un peu à kéblo là-dessus. J'étais là, oh putain, oh putain. Et puis, très rapidement, j'ai senti que le client était en train de me faire un entretien d'embauche. Et dans ma tête, je me suis dit: «Ouh là là, ouh là là, ouh là là, mauvais délire, parce que là, ça part mal pour toi», tu vois? Si, le client, il se met en posture de recruteur, c'est mort. Il faut que je reprenne le lead. Et je sais pas comment, écoute, j'ai réussi à reprendre le lead. On est arrivé en shortlist parce que du coup, j'ai pris un pote avec moi pour répondre à cette offre parce que moi, toute seule, je pouvais pas. On est arrivé quand même en shortlist, quoi. Et alors que ça partait mal, tu vois. Au début, j'étais là, oh putain, mais ce client n'est pas de mon niveau. Il y a la panière à linge, enfin, je suis à moitié en pyjama, je suis pas assez préparée pour la visio, etc., etc. Et en fait, ouais, tu vois, j'ai réussi à contrer bah, le manque de confiance où je me suis dit, bah, de toute façon, s'il a voulu prendre le rendez-vous avec moi, c'est que quelque part, il se dit que je peux l'aider. Et aussi, j'ai remarqué que tout le long du rendez-vous, il y a eu plein de fois où j'ai réussi à lui faire dire oui. Et ça, je remarque que c'est un élément important de faire dire oui à la personne. Oui, pourquoi pas? Non, si, franchement, pourquoi pas faire dire oui à la personne, ça me va. C'est pas ce que je recherche à tout prix Ok. absolument, mais ça se fait, ça se fait plus ou moins naturellement en fait dans la conversation. Parce que tu Par vois, contre, en copywriting, on va chercher à faire dire oui à la personne dans un texte de vente. Puis il y a eu plein de fois où, tu vois, il m'a dit oui, ils étaient là, oui, oui, mais oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et bref, donc je pense que j'aurais pu faire foirer le rendez-vous. Et en fait, et à contrario, le deuxième rendez-vous qu'on a fait avec mon pote, là, ça, on a perdu le lead. J'ai vu le truc partir en live sous mes yeux, quoi. Tu vois, j'ai vu le truc qui a fait sous le nez. Bon, tant pis. ça Ce sera arrive. peut-être une prochaine. Mais de cette anecdote que tu viens de nous raconter, effectivement, on voit l'importance de la partie mindset dans la vente. Et effectivement, si tu te laisses parasiter par toutes les choses autour et que tu restes pas focus sur l'objectif et que tu arrives pas à te détacher de la pression, de l'enjeu de l'appel ou quoi que ce soit, forcément tu te mets déjà des bâtons dans les roues, même si tu maîtrises, même si tu maîtrises un petit peu. Donc il n'y a pas que la technique et que les connaissances sur comment dérouler un bon appel de vente, mais derrière il y a cette gestion émotionnelle et cette agilité conversationnelle qui est importante. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut dire que vente et confiance en soi, c'est carrément lié, du coup? Ben, vente et confiance en soi, je dirais que la confiance en soi permet de faire plus de ventes. Si ton OK. prospect, il perçoit que toi-même, tu n'es pas convaincu par ce que tu dis, par ce que tu proposes, et qu'il te sent hésiter et bégayer, ben forcément, tu te doutes bien qu'il ne va pas être emballé pour bosser avec toi et qu'il n'aura pas confiance en toi. Est-ce que toi-même, tu achèterais si tu percevais ça, Fanny? Mmh. Ouais, ou alors, il faut vraiment que ce soit un truc, dont j'ai besoin et que j'étais déjà convaincue de base et que j'avais pas besoin, que quelqu'un me vende le truc, quoi, tu vois? Ah oui, oui, ben du coup, c'est lui qui aurait pu foirer une vente qui était déjà faite avant l'appel, en gros. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Alors que aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont des prospects qui sont qualifiés, qui sont intéressés par l'offre que la personne propose et qui arrivent à perdre des ventes juste par le fait qu'ils fassent planter leur vente. Ouais. Sachant que, en fait, tu peux jamais faire acheter à quelqu'un
quelque chose dont il n'a pas besoin. En fait, si tu arrives à lui vendre ton offre, peu importe, enfin, il y a des offres, il y en a beaucoup, différentes dans différents domaines. Mais si tu arrives à lui vendre, c'est que lui, il en a besoin. Donc, tu le forceras jamais à acheter. T'es pas assez bon pour être capable de manipuler quelqu'un de la mauvaise des manières pour lui faire acheter quelque chose dont il n'a pas besoin ou envie. Donc, Hmm. déjà, je veux rassurer sur ça. Ouais. Personne qui achète chez toi, c'est que tu peux pas la forcer. Tu peux pas la Ouais. forcer. Voilà, c'est qu'elle a besoin et qu'elle est intéressée déjà. Par contre, ce qui peut t'arriver, c'est que tu peux perdre des ventes juste parce que tu as mal géré ton appel de vente. Et ça, c'est embêtant. Ouais, bah oui, et oui, c'est embêtant. Et du coup, est-ce que tu dirais que la vente, ça s'apprend? Ou est-ce que c'est que de la pratique? Ben, les deux, ça Les deux. s'apprend, mais ça La s'apprend pratique. mieux par la pratique. Euh, Ça, c'est une Ce bonne qu'il y a, nouvelle. c'est mais c'est comme tout, hein. Comme, je sais pas, je prends. Ben là, il n'y a pas. Attends, on est quoi? On est vendredi. Il y a Danse avec les stars ce soir. Ok, Euh, Otto, elle savait pas danser comme ça quand elle était petite, hein. Elle a pris des cours de danse. c'est vrai. Même avant d'être coach en danse, ben, elle a dû perfectionner et avoir un bon niveau. Et comment elle a atteint ce bon niveau? C'est en pratiquant et en prenant des cours de danse. Sans Ouais. ça, elle n'y serait pas arrivée. Mais la vente, c'est pareil. Et dans chaque activité que les personnes vendent, surtout sur Internet, on parle Mhm. de coach, on parle de rédacteur web, Ouais, de euh, freelance. de Mhm. freelance, peu Mhm. importe, ben, pour être capable de vendre ses services, ben, il a fallu l'apprendre, même des Ouais, thérapeutes aussi. Il a fallu apprendre tout ça. Et là, c'est pareil avec la vente, en fait. C'est juste que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu dois te dire dans ta tête, en fait, je suis 90% entrepreneur et 10% expert de mon expertise. Et beaucoup de personnes qui c'est se vrai. lancent ou même qui sont lancées depuis quelques mois, ils se disent, bah, en fait, moi, je suis 90% expert de mon expertise et 10% Ouais. entrepreneur. Et Donc, ouais, il ça peut pas faut marcher comme ça. inverser le ratio. Ouais. Et par rapport à la vente, ça s'apprend aussi. Ouais. Tout le monde est capable de vendre? Tout le monde est capable de vendre, oui, à partir du moment où il l'apprend. À Mhm. partir du moment où tout le monde peut apprendre à vendre. Tout le monde peut apprendre à vendre en théorie. Après, il faut voir. Il y a des personnes qui sont pas coachables, malheureusement. Il y a des personnes, comme tout, qui vont essayer d'apprendre et qui vont pas suffisamment y arriver. Mais c'est comme tout. Mais potentiellement, tout le monde est capable d'apprendre à vendre. Trop cool. Et un conseil pour des gens qui se sentiraient vraiment nuls en vente et qui se sentiraient pas capables, enfin, ou alors qui actuellement ne se sentent pas capables de devenir un jour un bon vendeur, tu voudrais leur dire quoi comme conseil? Ben, comme conseil, je leur recommande clairement de se faire accompagner parce que ils sortiront pas de ce schéma de je m'en sens pas capable, je ne sais pas faire. Donc, quand on n'est pas capable ou quand on ne sait pas faire, ben, c'est se faire accompagner. Mm. Et comment on choisit la bonne personne pour se faire accompagner sur un sujet comme la vente? Parce que du coup, on peut tomber sur un coach marchand de tapis. Enfin non, on a dit qu'on disait plus ça, on a dit qu'on disait marchand de voitures. On peut tomber, tu vois, Yes. sur quelqu'un qui finalement est plus fort pour te vendre son accompagnement que pour t'accompagner. Pour toi, est-ce qu'il y a des warnings sur lesquels être alerte ou alors chercher, enfin comment dire, où est-ce qu'il y a des red flags et des Ouais. green flags? Voilà, c'était ça ma question. Ok. Ben, je vais essayer d'y répondre. Du coup, ben, déjà, je vais te partager comment moi j'achète. Par exemple, quand je me fais accompagner, euh, j'achète pas forcément tout de suite et j'apprends à connaître la personne. C'est-à-dire, par exemple, si c'est sur les réseaux sociaux, je vois son contenu, je vois si j'apprécie la personne. Déjà, si tu n'apprécies pas la personne, si tu n'aimes pas comment elle parle, si tu n'aimes pas ce qu'elle prône et tout ça, t'y vas pas. Ça, c'est un red flag pour moi. Deuxièmement, toujours avoir un entretien avec la personne. Parce que tu vas directement voir si ça match avec toi ou pas, si il y a déjà euh, comment dire, des conflits, ou enfin, si ça passe pas, si tu sens que ça Mm. passe pas, si tu sens que t'es pas à l'aise, etc. Donc moi, ce que je recommande à quelqu'un qui veut se faire accompagner, c'est
de ne pas hésiter à solliciter la personne, d'échanger avec elle déjà, quitte à être tenté d'acheter plus tard. Il y en a qui vont pas avoir besoin d'autant de temps, mais vraiment partir avec une personne qui te correspond en termes de humain et voilà. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes. Comment déceler le faux du vrai? Ben, je dirais en discutant avec la personne. Ouais, En les disant- ressentis que tu as avec elle. Et c'est à ça que sert l'appel de vente. Là, on parle de cette expertise. Mmh. Mais tu vois, une personne qui va acheter à 1000, 2000, 3000, 5000 balles, 10 000 balles, euh, tu vas avoir plus de facilité à la convaincre si tu échanges avec elle que si tu n'échanges pas avec elle, parce que une personne, elle va pas sortir ces sommes-là, sans être convaincue ou sans Ouais. être rassurée, parce que la personne, elle a peur de se faire arnaquer, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de comprendre que c'est la bonne personne pour aider. Et Ouais. après, malheureusement, parce que ça arrive aussi, malheureusement, tu vas tomber aussi sur des personnes qui sont très très bonnes dans ça, dans la persuasion et du fait d'acheter ces services, mais derrière, elles ont des mauvaises qualités humaines ou des mauvaises valeurs qui fait qu'en somme, en fait, il y avait que ça et le reste, c'était du vent, tu vois. Ouais. Donc, ça peut arriver. Ça, malheureusement, on peut pas le deviner. On peut avoir une première impression mais on peut toujours se faire avoir. Mmh. Mais c'est pour ça que je prends toujours le temps de bien apprendre à connaître la personne, voir les valeurs qu'elle véhicule, Ouais. etc. Pour être sûr de me dire, ben, en fait, voilà, j'en suis convaincu que j'ai envie de travailler avec elle. Et Ouais. pas, et pas, je paye, mais au final, j'ai peur de me faire arnaquer derrière ou je sais pas si ça va bien se passer. En fait, ça doit être une évidence. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Moi, tu vois, il y a des petits, red flags parfois que je vois, par rapport aux techniques de copywriting. Quand, je trouve que la personne appuie beaucoup trop sur les points douloureux et que c'est Mhm. même borderline, je me Ouais, dis, «Mmh, attention!» ça sent Pour pas moi, bon. ouais, pour moi, c'est pas un bon signe parce que si tu as besoin de mettre le doigt dans la plaie et d'appuyer très fort pour que la personne, elle se dise, «Ah bah, c'est ça qu'il me faut» ou c'est que tu que ça comme argument et c'est pas, de bon augure, quoi. Enfin, moi, je le prends comme ça, tu vois? Yes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ouais, il y a cette histoire de tout ce qui est fausse promesse. Après, ce qu'il y a, c'est que je trouve quand même que tout ce qui est fausse promesse, ça se voit. Ça se voit de plus en plus quand même. C'est Ouais. trop, c'est trop gros. Donc, je pense que on peut arriver facilement à déceler déjà cette première partie-là. Et après, effectivement, j'avais lu, je sais plus dans quel bouquin, sans doute un bouquin sur le copywriting, comme quoi tu pouvais aller taper dans la douleur, dans les problématiques des gens, ok, mais pas que ce soit à 10 sur 10. Parce que si tu vas à 10 sur 10, la personne, au contraire, ça va la dégoûter d'acheter. Donc, Ouais. euh, faut, et justement, c'est là où tu employais le mot border, il faut savoir ne pas être borderline Ouais. et, euh, et aussi avoir d'autres arguments, comme tu dis. Mmh. Voilà, il faut être capable derrière, de toujours pouvoir prouver tes arguments et pour convaincre, en gros. Mmh. Ouais. Benoît, comment tu te sens aujourd'hui dans ton business? Je me sens très bien. Ça va et toi? Je me Est-ce sens que très tu bien. ouais? Est-ce que tu as Ouais, des dis-moi. objectifs? Est-ce que, tu as, des choses, en particulier qui t'animent, Dis-nous tout. Yes. J'ai des objectifs et j'ai des choses qui m'animent carrément. Les objectifs, pour le coup, c'est des objectifs vraiment personnels et particuliers puisque je viens d'accueillir mon premier enfant, mon petit burrito qui vient d'arriver il y a un mois et demi. Donc moi, mon gros objectif actuel, c'est de faire la transition entre papa-preneur et papa-preneur parce Mmh. que ma grosse priorité, c'est elle en priorité. Trop Tu vois, beau. c'est elle en Ouais. priorité. Ensuite, en deux, c'est mes clients. Et ensuite, en trois, tout le reste que je peux mettre en place pour mon business. Mais ça vient en dernier. Donc là,
c'est plus des objectifs de réorganisation, de repriorisation des objectifs. D'ailleurs, je fonctionne par plan de 90 jours. Donc, tous les 3 mois, je me fixe 3 à 5 gros objectifs. Là, pour ce mois-ci, j'en ai 3. Et je bombarde que sur ces 3 objectifs. Et dernier point, dans ces 3 objectifs, je fais que le 20% d'actions qui m'apportent 80% des résultats. Les 80% qui restent, je les mets à la poubelle. Clairement, pourquoi? Ah ouais, direct poubelle. Direct à la poubelle, sans hésiter. Pourquoi? Parce que ma priorité, c'est ma fille. Parce que ma priorité, c'est ma fille. Du coup, je fais que l'essentiel. Et certes, pour que le business soit le plus parfait possible, ben, je pourrais faire 80 autres pourcents d'actions, mais qui me rapporteraient que 20% du résultat. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ça que je recherche. Je m'en fous si je suis qu'à 80% de mon potentiel, entre guillemets. Et si mon 80%, il me prend que 20% d'actions et 20% du temps, ben, je suis le plus heureux du monde. Ouais, trop cool, trop cool. Et ensuite, tu me demandais ce qui m'anime. Ben, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets de création d'offres. Là, l'année dernière, j'ai fait ma première immersion business. J'ai adoré ça. Donc, je vais en refaire. Tu l'as faite avec qui? Pardon? Tu l'as faite avec qui, l'immersion business? Alors, c'est moi qui l'ai organisé tout seul. Ouais, c'est moi qui ai organisé l'immersion business, tout à fait. Et par contre, j'ai pris une intervenante qui est aussi une amie, une business partner, qui s'appelle Gwen Salviac d'ailleurs. Je vous invite à la suivre, elle est géniale, qui est venue intervenir. Donc, on a fait des conférences, on a fait des activités, on a fait des hot sites, on a fait plein de choses pour un beau week-end entre entrepreneurs pour repartir déjà boosté à bloc avec un petit réseau et derrière répondre à des problématiques concrètes et apprendre beaucoup de choses sur tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, la vente, stratégie de contenu, bref, pas mal de sujets. Et j'ai adoré ça. Et deuxième chose qui m'anime, là, je suis en train de créer, c'est pas encore sorti, mais j'ai envie de créer un membership, donc un espèce de club vraiment privé, une communauté d'entrepreneurs un petit peu haut de gamme. Et je suis en train de réfléchir à tous les détails, mais ça sent bon, ça me plaît. Cool, trop bien, trop bien. Et bon, tu as clairement répondu à la question que j'allais te poser ensuite. S'il y a des choses que tu essayes d'appliquer tous les jours dans ton business, mais j'ai l'impression que c'est vraiment cette loi des 80-20. Tout ce qui sert pas à tes objectifs directement, poubelle. Est-ce qu'il y a autre chose que tu essayes de t'appliquer en plus de ça? Surtout par rapport à l'organisation, bien définir traquer son temps, bien définir son temps sur des tâches pour s'y tenir. En fait, si on fait pas ce plan de 90 jours, si on définit pas un peu son planning, comme c'est pas écrit, on va pas le faire ou on va procrastiner, on va se trouver des excuses. Alors que si on le fait un peu de manière scolaire, tu sais, quand tu étais au lycée, quand tu étais en première, de 8 à 10, tu avais cours de français. Là, c'est toi qui te crée ton planning. De 8 à 10, je vais travailler sur ma page de vente. De 10 à 12, je vais caler mes rendez-vous clients. De 12 à 14, je vais proposer des créneaux avec des prospects intéressés pour faire mes appels. Donc, c'est cette idée de bien s'organiser. Mais pour ça, il faut que tu invites Milena sur ton podcast. Mais elle vient, on enregistre début mars. Okay, début mars, ouais. Ouais, elle vient. Alors, elle va pas forcément parler d'organisation, mais ouais, carrément, elle vient. Trop cool. Bon. Dernière question, est-ce que tu as un petit mantra ou une petite phrase à laquelle tu te raccroches quotidiennement pour te motiver et rester focus sur tes objectifs? Ouais, alors je vais t'en donner 2. La première, c'est pas mon mantra, puis c'est un mantra hyper connu de tout le monde. C'est mieux vaut fait que parfait. Donc ça, on l'entend beaucoup, mais ça devrait être un mantra en permanence. Après, si moi je devais donner un mantra, mon gros mantra, en fait, c'est vraiment mon pourquoi, et ce serait vis de manière à ne rien regretter à la fin de ta vie. Et en fait, c'est ça qui conditionne aujourd'hui toutes mes décisions. Trop cool.
Trop cool. Benoît, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci à toi, Fanny. J'ai passé un hyper bon moment. J'espère que les auditeurs vont aussi passer un bon moment avec. Ouais, carrément, carrément. Tu as donné des tips de ouf. Moi, j'ai l'impression d'avoir suivi un coaching sur la vente pendant 45 minutes. C'était trop, trop cool. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ben, merci à toi. À bientôt. Encore une fois, je remercie Benoît d'avoir accepté de venir parler de son expertise sur ce podcast. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir suivi 1 heure de coaching sur la vente. Et je ressors de cette conversation avec énormément de pistes pour m'améliorer sur ce domaine-là. Voilà pour cet épisode de podcast. J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. Si c'est le cas, et que vous avez envie de soutenir ce projet, eh bien je vous invite à laisser un avis via la plateforme d'écoute que vous utilisez, 5 étoiles de préférence. C'est clairement ce qui m'aide le plus. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.